Bonjour Val-France, bonjour Théa, bonjour Olivier, bonjour Maxime, Bonjour. bonjour, bonjour Marie-Claire, bonjour à Bonjour. tous, bonjour Raphaël, bonjour Franck, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, n'hésitez pas juste à couper vos micros pour ne pas qu'il y ait de petits parasites de bruit. Ah, bonjour à tous. On attend juste quelques petites secondes, le temps que tout le monde se connecte et puisse profiter de ce webinaire. Donc, bienvenue. Ah, bonjour. Bonjour Peggy. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue, enchantée. Hop. Et il est 12h17, donc je vous propose de commencer. C'est parti. Donc, bienvenue à ce webinaire Comment ouvrir sa boutique en 2021. Je suis ravie et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui avec nos deux partenaires experts de confiance qui sont Captain Contrat avec Maître Roblin et je suis entrepreneur.fr avec Pierre Lemaître. Je m'appelle Amandine, je suis la fondatrice du programme d'accompagnement dédié aux futurs commerçants, les élévateurs, et donc on va vous accompagner, en tout cas être avec vous pour ce petit temps d'échange d'une heure pour vous donner des conseils clés. Donc au programme, comment obtenir un financement auprès d'une banque, mais aussi quel statut demain choisir pour votre commerce de proximité et tout savoir sur le bail commercial. Donc Pierre, Baptiste, je vais vous laisser vous présenter avant de commencer ce webinaire. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, et puis merci à Amandine et aux élévateurs d'avoir organisé ce webinaire. Moi, je suis ravi d'être présent aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pierre Lemaître et je représente la plateforme je suis entrepreneur.fr, qui est donc une plateforme d'aide à la création d'entreprises où on va avoir deux services. Un premier service avec du contenu pour accompagner des porteurs de projets, qu'on va retrouver des fiches métiers, des guides pratiques pour accompagner des porteurs de projets dans la création de leur activité. Et on a un deuxième service qui est une application web permettant aux porteurs de projets de créer simplement un business plan. Donc, on va vous aider à créer votre business plan en vous posant des questions étape par étape et en utilisant aussi des outils assez ludiques pour l'étude de marché ou le prévisionnel financier notamment. Donc, voilà, on accompagne aujourd'hui à peu près 3000 porteurs de projets tous les mois grâce à cet outil. Donc, nous, on va vraiment être là en amont pour essayer de vous accompagner et de vous donner des pistes pour structurer de la meilleure façon votre business plan avant d'aller voir un conseiller bancaire notamment. Et donc, c'est aussi mon utilité aujourd'hui, c'est qu'on travaille en fait main dans la main avec le Crédit Agricole, c'est notre partenaire prioritaire sur le financement. Et donc, on connaît les principaux critères qui vont être étudiés par un conseiller bancaire pour l'octroi ou non d'un prêt professionnel. On pourra revenir là-dessus. Tout à fait. Merci Pierre pour cette présentation. Baptiste, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc, je suis Baptiste Robelin, je suis avocat au barreau de Paris et je suis spécialisé en droit des affaires. J'accompagne donc quotidiennement des commerçants sur la structuration de leur société, mais également pour tout ce qui est du conseil relatif au bail commercial, qui est un élément fondamental quand on a une boutique, notamment une boutique physique. Et je suis donc associé d'un cabinet qui s'appelle Novelo Avocat et par ailleurs partenaire de Captain Contrat. Captain Contrat, c'est une plateforme, ce qu'on appelle Legal Tech, qui offre du service juridique en ligne pour les entrepreneurs, pour les accompagner justement pour la structuration de leur société, pour le bail commercial. Et donc Captain Contrat met en relation en fait, avec des conditions tarifaires très privilégiées, eh bien, les entrepreneurs avec des cabinets d'avocats comme le nôtre. Voilà, j'ai l'honneur d'être un partenaire très ancien de Captain Contrat et ce sont plus que des partenaires aujourd'hui des amis. Voilà, donc je mets en avant leur professionnalisme et la manière dont ils ont su révolutionner les services juridiques.
Super. Merci Baptiste pour cette présentation. Donc, du coup, vous le verrez à quel point il est important de bien se préparer, de préparer votre projet et donc de faire appel aussi aux bons experts. Donc, les élévateurs, c'est vrai qu'on regroupe ces partenaires de confiance. Mais donc, je vais leur laisser la parole et on va commencer par, c'est vrai, un des sujets clés et encore plus aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous traversons, parce que j'imagine que vous vous posez 1000 questions sur comment demain je suis en capacité d'obtenir un financement pour ouvrir ma boutique de déco, épicerie vrac, bio, prêt-à-porter, etc. Donc Pierre, je te laisse la parole. Oui, merci Amandine. Donc ça, c'est vrai que c'est la question phare des créateurs de sociétés. N'hésitez pas d'abord à poser des questions via le chat si vous avez des points où vous avez besoin de précision, hein, n'hésitez surtout pas. Mais donc sur cette partie-là, obtenir un financement auprès d'une banque, tout d'abord, ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'on ne va pas avoir de recette miracle pour obtenir son financement. Il n'y a pas de règle écrite. Chaque projet va vraiment avoir sa spécificité et où on va avoir des dizaines de critères qui vont pouvoir rentrer en compte lors de l'analyse d'un dossier par un conseiller professionnel. Pour autant, et c'est un peu l'idée de ce webinaire, il y a des grandes notions à respecter pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir votre financement. La première d'entre elles, ça va être en fait la réalisation d'un business plan. Donc c'est un terme qui parfois peut faire peur parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il faut vous rassurer. C'est quelque chose qui va vraiment être indispensable dans la création de votre projet et qui va aussi être utile avant tout pour vous, pour les entrepreneurs. Donc, on se pose souvent cette question, hein, à quoi ça sert un business plan? Moi, ma réponse, c'est que c'est vraiment une feuille de route pour accompagner le porteur de projet. L'idée, c'est que ça va vous permettre de structurer tous vos projets, de piloter la création de votre entreprise et de clarifier, organiser chacune de vos idées pour vraiment avoir un plan qui tienne la route sur la création de votre entreprise. Donc, c'est ça avant tout un business plan. Ça sert aussi à vous rassurer, à avoir un plan à suivre dans le développement de votre projet. Et après, hein, c'est aussi un support indispensable que vous allez devoir utiliser pour aller solliciter des partenaires et notamment des partenaires pour vous financer. Ça va en fait prouver la faisabilité financière et économique de votre projet. Et donc, c'est vraiment ce support qui va vous permettre de convaincre vos partenaires de vous faire confiance. Et donc, vous devez vraiment essayer de convaincre votre auditoire avec ce support. Donc ça, c'est vraiment le business plan, c'est le document essentiel de votre projet. Sans business plan, ça sera très compliqué d'aller convaincre un banquier de vous octroyer un financement ou même pour aller voir aussi un organisme d'accompagnement ou pour aller solliciter un prêt d'honneur. On vous demande souvent ce type de document. Si je peux rajouter, parfois même les fournisseurs maintenant demandent des business plans pour s'assurer vraiment de la viabilité et de la faisabilité de votre projet. Oui, tout à fait. C'est la trace écrite, hein, c'est en gros, ça matérialise toute votre réflexion par écrit. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce document. Après, bon, la deuxième question hein, qui vient souvent, c'est comment on le rédige, qu'est-ce qu'on met exactement dedans. Là, tout d'abord, sur le qui rédige un business plan, nous, on milite vraiment pour que ça soit le créateur d'entreprise qui puisse développer son business plan. C'est à lui d'en être le rédacteur. Il doit maîtriser toute sa construction parce que c'est vous qui allez le soutenir après devant vos partenaires. Donc, vous devez vraiment maîtriser votre business plan de A à Z. Par contre, vous allez pouvoir solliciter des experts sur des thématiques. Un avocat sur les thématiques juridiques, un expert comptable pour vérifier votre prévisionnel. Ça, évidemment, n'hésitez pas à vous reposer sur des partenaires de confiance. Ensuite, le comment on le rédige. Là, vous pouvez faire appel au CCI, à des organismes d'accompagnement, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser Internet. Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant. Nous, on a donc notre solution qui vous propose de récupérer un business plan qui va être personnalisé et cohérent par rapport aux attentes des banques. Et ça peut vous permettre d'avoir une première trame de votre projet. Et justement, chez les élévateurs, on vous conseille le business plan de Je suis entrepreneur qu'on met à votre disposition et on vous accompagne sur toute la partie aussi amont études de marché.
Donc justement, ensuite, le quoi, hein, qu'est-ce qu'on met dans ce fameux business plan? Je ne reviens pas sur toutes les étapes parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, mais ayez en tête les gros éléments attendus dans un BP. Euh, Tout d'abord, on va avoir quand même un récapitulatif de votre projet et de votre concept et votre intérêt par rapport aux évolutions du secteur. C'est un peu votre pitch d'introduction. En fait, en quelques minutes, vous devez être capable de convaincre vos partenaires et vos interlocuteurs de vous faire confiance et que votre projet a une viabilité économique sur le long terme. On va avoir aussi des éléments sur vous, hein. C'est vous qui portez le projet, donc vos expériences professionnelles passées qui vont pouvoir aussi vous servir lors de la création de votre structure. Il faut vraiment que vous puissiez démontrer que vous êtes légitime à vous lancer dans cette nouvelle activité. Amandine en parlait, on a aussi l'étude de marché. Donc là, l'étude de marché, c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait, d'identifier vos clients et de vous positionner par rapport à vos concurrents. Et ça, en fait, tout ce travail sur votre marché et sur vos concurrents, vous allez réussir ensuite à estimer un potentiel de chiffre d'affaires que vous allez être en capacité de générer lors du lancement de votre activité. Là, il faut clairement essayer d'être le plus réaliste possible, hein, même si c'est complexe et que ça reste un travail théorique. Mais donc, n'hésitez pas à vérifier les chiffres de la concurrence ou à faire des études en calculant, par exemple, le panier moyen de vos futurs clients pour justifier en fait toutes vos hypothèses. Il faut vraiment que ça soit le plus réaliste possible. On a des spécificités propres au commerce de proximité, évidemment. Le choix du lieu d'implantation, c'est primordial. Donc, clairement, l'attractivité du local, c'est un point clé aussi qui va être vérifié par le conseiller bancaire. Donc là, il faut vraiment, en fonction de votre lieu d'implantation, faire une zone de chalandise et étudier le nombre de clients que vous allez être en capacité d'adresser quotidiennement. Là, on a une carte interactive sur Je suis entrepreneur où on a récupéré les données notamment de l'INSEE ou de Infogreffe et où en fonction d'un lieu donné, une ville, un département, un quartier, on va pouvoir être en capacité de vous afficher des informations sur le nombre de concurrents par rapport à votre activité, par rapport à votre code NAF, des informations aussi sociodémographiques sur les habitants du territoire, le revenu moyen dans le quartier, le nombre de 15-24 ans si vous souhaitez par exemple adresser les jeunes en priorité dans votre nouvelle offre. Tout ça, ça va permettre en fait d'apporter des sources à vos estimations et de justifier un peu les prix que vous allez annoncer ensuite dans votre business plan. Sur le local, là aussi, j'enfonce un peu des portes ouvertes, hein, mais votre local, il doit être accessible, proche des flux de vos futurs clients et puis de toute commodité, hein, du transport en commun, un parking, etc. Et le dernier gros point aussi qui sera étudié, c'est le rapport coût du local, potentiel de chiffre d'affaires qui sera généré. Donc, évidemment, vous pouvez avoir le lieu d'implantation le plus intéressant. Si derrière, on a un coût mensuel qui est très important, évidemment que ça pourra aussi impacter vos estimations. Dans le business plan, on a aussi le choix de votre statut juridique, mais là, je laisserai Maître Robelin en parler plus précisément. Et puis, tout ça, ça doit aussi vous permettre de constituer la partie chiffrée, donc le prévisionnel financier. C'est souvent cette partie qui fait le plus peur aux créateurs. Dites-vous juste que c'est en fait la matérialisation de votre création d'entreprise en langage financier. Donc, quels vont être mes revenus, quel va être le panier moyen de mes clients, le nombre de clients que je vais avoir quotidiennement, quelles vont être mes charges, alors tous les coûts fixes, les coûts variables, les coûts cachés, et derrière toute la stratégie commerciale aussi que vous allez mettre en place. Est-ce que je vends essentiellement dans un lieu physique? Est-ce que je mets en plus un canal e-commerce? Est-ce que je fais du click and collect? Voilà, tout ça, ça doit pouvoir se matérialiser en données chiffrées pour ensuite démontrer la viabilité de votre projet sur le long terme. Si je peux me permettre, justement, avec les retours d'expérience qu'on a, c'est vrai, de nos futurs commerçants qui sont maintenant devenus commerçants, c'est vrai que c'est une partie assez anxiogène pour vous et ça se comprend. Mais après, il y a des outils pareils qu'on met à votre disposition pour vous aider justement à réaliser ce plan financier, que ça ne soit pas difficile et vraiment le voir comme juste, je vais vendre XX produits à XX clients. Mais pour vendre ça, je vais avoir des charges et est-ce que j'arrive à atteindre ma rentabilité et au fur et à mesure, comment je l'augmente? C'est vraiment essayer d'être le plus simple possible. Mais effectivement, quand vous allez aller voir le chargé d'affaires, enfin le banquier, lui, ce qu'il a besoin, c'est comprendre ça. Est-ce que vous avez compris demain
comment votre modèle économique, comment votre business va fonctionner simplement. Et il ne vous demandera pas de rentrer dans les ratios hyper compliqués parce que ça, vous ferez appel à l'expert comptable qui vous appuiera. Ouais, Donc, exactement. essayez vraiment d'enlever du stress par rapport à cette partie. Elle est importante. Et en plus, quand vous comprendrez bien votre modèle économique, vous vous amuserez. Nous, on a un outil, vous posez des hypothèses et vraiment, c'est interactif. Et vous pouvez voir, je prends un local avec un emplacement privilégié à XX euros. Effectivement, je dois faire tant de chiffre d'affaires. Par contre, j'ai un autre local, peut-être avec un emplacement différent, mais je ne suis pas obligée de faire un chiffre d'affaires qui finalement n'est pas atteignable. Donc, vraiment, il faut effectivement tester des hypothèses. L'idée de ce prévisionnel financier, c'est aussi d'être cohérent. Le banquier que vous allez rencontrer, il va avoir aussi les chiffres moyens de votre secteur. Donc, je veux lancer une cave à vin. Évidemment, si la première année, j'ai un chiffre d'affaires qui est 3 fois supérieur à mes concurrents sur la même ville, il y a une cohérence qui est peut-être limitée. Vous avez oublié peut-être un coût ou surestimé vos clients potentiels. Essayez vraiment aussi de vous comparer à vos concurrents, ça peut vous être utile. Et ce plan de financement, en fait, ça va vous permettre d'identifier la nature du ou des biens que vous allez avoir à financer et de mettre une valeur sur chacun de ces éléments, justement dans l'optique ensuite d'aller chercher des financements auprès d'une banque, par exemple. Sur la partie banque, justement, nous, ce qu'on dit souvent à nos porteurs de projets, il y a beaucoup de porteurs qui nous sollicitent en nous demandant mais quel est le bon moment en fait pour aller voir mon banquier et quels vont être les éléments attendus pour mettre toutes les chances de mon côté et obtenir un financement. N'allez pas voir votre banquier avec un dossier bâclé. Il faut vraiment y aller quand votre projet est à minima structuré, que vous êtes entouré de partenaires de confiance sur de la formation, un expert comptable, et où votre projet commence à être assez bien ficelé. Tout ne sera peut-être pas finalisé et le banquier va aussi être là pour vous accompagner et puis vous donner aussi des informations sur je sais pas, les devis des assurances professionnelles, par exemple, ou les financements qui seront possibles. Mais il faut quand même avoir un dossier qui soit à minima structuré pour mettre toutes les chances de votre côté. Et après, sur les éléments qui vont être particulièrement vérifiés par un conseiller bancaire, déjà, il y a un premier aspect sur la forme du business plan. Il faut se dire tout de suite que le BP, ça reste un exercice théorique qui doit vous permettre de vous projeter, de se projeter dans votre activité et en montrant que vous êtes posé toutes les bonnes questions. Par contre, ça en reste pas moins un travail construit et fictif. C'est des prévisions, c'est des projections. Il n'y a rien de concret. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que souvent, on explique ça à nos porteurs de projets, mais il y a peu de business plans qui ont été suivis à la lettre ou au chiffre près lors de la création d'une entreprise. Ce n'est pas très grave. Mais du moment que vous avez bien démontré, que vous avez réfléchi à tous les impacts de la création de votre entreprise, ça vous permet quand même de rassurer en fait, vos interlocuteurs. Donc, ça, c'est vraiment important de rassurer, d'être très clair et de présenter votre projet de façon claire, concise et simple. Tout le monde, en fait, doit être capable de comprendre ce que vous allez faire. Donc, évitez le langage trop technique. Vous allez être expert de votre activité. Le banquier en face ne l'est pas forcément. Donc, il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre votre projet et que ça soit assez simple, en restant précis, évidemment. Et puis, n'hésitez pas à être transparent. Il y a sans doute des points qui vont rester en suspens lorsque vous allez écrire votre business plan. Certaines questions ne sont pas encore totalement validées. Là, n'hésitez pas à partager aussi vos interrogations. Quand on s'interroge, c'est aussi gage de crédibilité parce que justement, ça montre que vous avez anticipé tous les points qui pourraient, tous les impacts qui pourraient arriver lors de la création de votre entreprise. Ça, c'est plutôt sur la partie, la forme du BP. Et après, sur le fond, clairement, il y a des éléments clés. Donc, la documentation de votre étude de marché, ça, c'est vraiment important pour justifier en fait, les données que vous allez utiliser derrière dans la constitution de votre prévisionnel. Votre expérience aussi. Et ça, c'est clé. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un banquier, aujourd'hui, investit avant tout dans une personne et pas forcément dans un projet. Votre projet, il est encore fictif. Il n'y a rien de concret. Par contre, votre personnalité, votre expérience, ça, c'est vraiment quelque chose de concret et sur lequel il va pouvoir être rassuré. Donc, il investit essentiellement dans vous. Il faut vraiment essayer de vous valoriser aussi en démontrant que vous avez toutes les compétences pour lancer votre activité.
Et derrière, ça peut aussi être le soutien de vos proches, hein. Ça peut être aussi vérifié par le conseiller, votre niveau d'endettement personnel, la bonne gestion de vos comptes perso. Voilà. Tout ça, ça peut paraître être du détail, mais c'est aussi des éléments qui peuvent être vérifiés par un conseiller lors de l'octroi d'un prêt. Et après, sur le fond, évidemment, et Amandine en parlait tout à l'heure, le fait que vous soyez entouré de partenaires, ça va être gage aussi de crédibilité dans votre projet. Qu'il y a un expert comptable qui ait validé votre prévisionnel financier, qui ait un avocat qui ait vérifié aussi avec vous tous les tenants et aboutissants et les impacts liés à un statut juridique. Tout ça, c'est vraiment aussi clé et ça va être gage de crédibilité dans votre projet. Nous, je sais qu'on incite beaucoup nos commerçants, futurs commerçants, à marquer dans leur business plan qu'ils ont suivi une formation aussi de 2 mois, ce qui prouve l'investissement, votre investissement, votre engagement et justement cette volonté de monter en compétence, vous, pour être demain un véritable entrepreneur commerçant et aussi d'avoir bien construit votre projet sur les différents pans. Donc, n'hésitez pas, voilà, tous les éléments de rassurance que vous pouvez mettre dans le business plan qui font un peu office de tampon certification, ça rassurera les organismes prêteurs type banque, prêt d'honneur ou autre. Si vous êtes soutenu aussi par la mairie, hein, par exemple, et les collectivités publiques aussi soutiennent la création de commerce, ça aussi, c'est un impact assez fort. Ça démontre que vous avez déjà fait les démarches en fait, et sollicité les bons partenaires. Donc, que vous êtes entré vraiment dans la création de votre entreprise. Et après, le dernier point qui va quand même être particulièrement regardé, hein, c'est le plan de financement, évidemment, et aussi votre rapport personnel. C'est une question qui remonte aussi très régulièrement de nos porteurs de projets. Quel est le niveau d'apport personnel attendu quand on veut lancer son activité? Là, encore une fois, ça dépend énormément de votre projet, du secteur, même de la localité, hein, il faut le savoir. Après, ce qu'on peut dire, c'est que sur une reprise d'entreprise, on attend souvent un apport personnel qui varie entre 15 et 20% de votre besoin de financement, parce qu'on est sur une reprise d'entreprise et donc c'est plus rassurant pour un banquier. Sur une création pure d'un commerce, on est plutôt aux alentours de 25 à 30% d'apport personnel attendu par rapport à votre besoin de financement. Donc, bien sûr, avec certaines disparités, hein, mais ça vous donne une fourchette. Et cet apport personnel, c'est aussi la preuve de votre engagement dans votre projet. Et donc, c'est directement lié après au niveau de confiance qui va être accordé par votre banquier. Donc, si vous n'avez pas d'apport, il y a d'autres solutions qui existent, hein. Voilà, sollicitez votre entourage, passez aussi par des prêts d'honneur qui sont délivrés par des organismes comme Initiative France, France Actif ou le réseau Entreprendre. Ça, c'est aussi un bon point. Il vous faut un business plan pour passer dans ce genre de commission. Mais derrière, vous pouvez obtenir des financements. Et il y a un effet de levier derrière qui est assez intéressant auprès des banques. C'est-à-dire que si vous obtenez par exemple 1 000 € d'un prêt d'honneur, derrière, ça peut encourager la banque à apporter environ 8 000 €. Vous voyez, il y a vraiment cet effet de levier qui va vous permettre d'aller récupérer pas mal de fonds. Les subventions aussi de la part des régions, communautés de communes, en fait, dont vous pouvez bénéficier, effectivement, aident aussi. Donc, Love Money, crowdfunding, prêt d'honneur, ça aide. Parfois, on se dit, j'ai 0 apport personnel, mais effectivement, comme le dit Pierre, il y a d'autres leviers à réfléchir. Et même si la levée de fonds se pratique moins pour les commerces de proximité, parfois, ça peut être une possibilité aussi. Oui, tout à fait. Mais effectivement, dans tous les cas, vous avez besoin de votre business plan bien préparé et vous aussi d'être bien prêt. Donc, vraiment, si je peux finir là-dessus, les quelques conseils, bonnes pratiques pour réussir votre entretien avec un banquier, hein, c'est de garder à l'esprit qu'un BP, ça reste un travail théorique. Donc, il faut rester aussi simple et éviter tous les jargons techniques. Documenter toutes vos données, ça aussi, hein, ça crédibilise quand même votre projet. Évoquer vos interrogations s'il y en a. Il faut être optimiste et puis motivé. Et surtout, et on insiste là-dessus, soyez entouré. Donc, voilà. Via des formations, via des experts comptables, des avocats. Tout ça, ça va vraiment être que du positif derrière dans l'obtention de votre financement. Merci Pierre. Est-ce que vous avez des questions justement sur cette partie financement par rapport à ce qui a été dit par Pierre? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, même en cours d'intervention. L'idée, c'est que ce webinaire il soit aussi interactif par
vos interrogations. Donc, vraiment, on est là pour ça. On a cette petite heure qui vous est dédiée. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai bien vos questions sur le chat. Enfin, il n'y en a pas encore, mais j'espère qu'il y en aura. N'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Des questions, du coup, sur ce fameux business plan? Bon, ben, Pierre, c'est bon. Amandine pose une question. Alors, au niveau du planning, quand signer pour un bail local par rapport à l'avancement du projet? Tu veux répondre, Pierre, ou comme tu veux? On peut faire complémentarité. Oui, non, bah là, ce qu'on peut dire, c'est que parfois, pour signer un bail, vous allez potentiellement avoir besoin aussi d'un business plan, hein, pour prouver justement que votre projet est crédible. Donc, ça intervient juste après la matérialisation de votre idée. Et derrière, ça va vous permettre aussi de récupérer pas mal d'informations, hein, sur le loyer, etc., que vous allez générer. Peut-être Complètement. un point là-dessus, Amandine? Oui. Ouais, quand signer le bail. Il y a quelque chose qu'on constate en pratique, il y a des fois un peu des effets d'opportunité. Le bail commercial, si vous trouvez l'emplacement idéal, ça peut être à un moment en fait un petit peu avancé du projet. Vous pouvez vous dire, mais j'ai pas encore les statuts de ma société, j'ai pas encore finalisé mon business plan, mais c'est cet endroit que je veux absolument et j'ai une opportunité, mais il faut que je signe vite. Il faut pas dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se lancer si effectivement il y a vraiment cette opportunité, tout en sachant que sur le plan juridique, on va pouvoir structurer les choses avec des clauses de substitution, par exemple. C'est possible aujourd'hui de signer un bail commercial en tant que personne physique, ok, d'aller négocier le bail avec éventuellement des franchises de loyer s'il y a des travaux, des choses comme ça, on en parlera tout à l'heure, et de prévoir dans le bail commercial que les engagements que vous signez en votre nom personnel, ils seront repris par la société une fois immatriculés. Voilà. Donc, évidemment, si on suit une forme d'orthodoxie dans la logique, l'idée c'est vous faites d'abord votre business plan, puis vous allez voir votre banquier, etc., etc. Mais voilà, des fois, les choses ne se passent pas comme ça. Il ne faut pas craindre dans ces cas-là des effets d'accélération, si encore une fois c'est justifié, hein, si ça fait sens. Et sur un plan juridique, il y a des garde-fous qu'on va pouvoir mettre pour éventuellement vous protéger. On peut même, dans certains cas, mettre en place une promesse de signature de bail commercial, d'accord, en disant que le bail prendra effet à compter de l'immatriculation de la société. Mais là, évidemment, c'est une question de rapport de force. Il est possible que le bailleur vous dise non, mais moi, je suis désolé, j'ai besoin par contre que vous engagiez d'ores et déjà. Et là, tout est une question enfin, de confiance en votre projet. Si vous dites mais il n'y a pas vraiment d'aléa, ne serait-ce que parce que mes besoins de financement, de toute façon, je les couvre quoi qu'il arrive, donc je peux m'engager tout de suite sur le bail commercial, bah, éventuellement vous allez pouvoir signer. Si en revanche il y a un vrai aléa dans votre projet et vous vous dites en réalité m'engager avant d'avoir des certitudes en termes de financement, par exemple parce que j'ai besoin d'un prêt d'honneur ou des choses comme ça, dans ces cas-là, bah, c'est dommage, il y avait une belle opportunité, mais malheureusement il y a trop de risques pour vous juridiques et à ce moment-là, il vaudra mieux ne pas signer, sauf à ce que le bailleur autorise justement la signature d'une promesse avec un décalage de prise d'effet du bail sous conditions suspensives d'obtention de vos financements. Parfait. Merci à vous deux, sachant que c'est vrai qu'en général, de toute façon, la banque vous prêtera l'argent une fois que vous aurez signé le bail. Et en fait, tout va s'enchaîner ensuite très, très vite parce qu'il y a les statuts juridiques aussi à créer, donc on va en parler. Et c'est vraiment, ça peut déclencher justement le fait d'avoir trouvé son local, tout le reste. Donc, il n'y a pas... Il y a comme dérivatiste normalement un ordre logique, mais pas toujours, et c'est pas grave parce que de toute façon, il y a toujours des solutions à partir du moment aussi où vous êtes assez prêt, vous, et sûr dans votre projet. Il y a d'autres questions. Val France demande, existe-t-il un accompagnement spécifique par les élévateurs? Oui, justement, les élévateurs, c'est un programme d'accompagnement spécifique pour les commerces de proximité où nos partenaires sont Je suis entrepreneur, Captain Contrat et bien d'autres pour vous aider justement à construire votre projet le plus sereinement possible. Cléa dit, ce n'est pas une question, mais je confirme que l'outil Je suis entrepreneur est vraiment pratique. Vous avez aussi des appels avec un coach. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est partenaire de Je suis entrepreneur. Ça permet d'alimenter toute votre réflexion en plus des outils aussi qu'on vous donne sur l'étude de marché, par exemple, où nous, on a un partenariat aussi avec Xerfi qui viennent compléter les études de Je suis entrepreneur.
Et donc, juste, je finis sur l'accompagnement spécifique. Nous, c'est un accompagnement de 8 semaines, 2 mois pour vous aider à construire le projet, mais on pourra en reparler si vous voulez après ce webinaire. Tac, tac, tac. Et si les statuts ne sont pas encore signés, Amandine nous dit, donc on pourra y répondre, Baptiste, du coup, dans quel statut choisir. Valfrance dit, j'ai fait une réservation écrite avec le propriétaire avec réserve de prêt, justement. Est-ce que c'est valable? Baptiste? Alors, bon, c'est toujours pareil, quand on a des questions juridiques, je n'ai pas votre document sous les yeux. Ce que vous appelez réservation écrite, dans mon esprit à moi juriste, ce serait une promesse en fait, hein, que la réservation c'est un terme générique mais qui n'est pas juridique. Si c'est une promesse, c'est-à-dire si c'est effectivement, je vous promets, moi bailleur, de vous mettre à disposition le local sous conditions suspensives pour vous d'obtention d'un crédit, il n'y a pas de problématique. D'une façon générale, les écrits sont valables en France, hein, je ne vois pas de problématique de validité dans votre opération sous réserve d'un examen plus approfondi des documents. Oui, surtout écrivez toujours bien les choses parce que parfois vous pouvez les dire mais à l'oral et comme on dit souvent les écrits restent mais les paroles s'envolent. Donc effectivement quand vous repérez un local et que vous êtes OK avec le bailleur, c'est pas juste un OK, on s'accorde, vous rentrerez le temps. Non, tout doit être écrit mais ça justement dans la formation on vous détaille bien tout ce qu'il faut regarder dans un bail commercial, toutes les clauses, etc. On a juste une dernière question. Franck qui dit « Bonjour, parfois les besoins d'investir sont préalables à la création d'entreprise. Quels sont les délais consentis par les banques en cas de prêt ?» Alors là, ça va dépendre aussi de votre avancée et de votre business plan. Si vous arrivez lors de votre premier rendez-vous avec l'ensemble des documents attendus, un BP, les statuts, etc., ça peut aller assez vite. Par contre, gardez à l'esprit qu'on a une période un peu inédite en ce moment et en étant transparent, il y a des délais supplémentaires, en tout cas côté Crédit Agricole. Donc, c'est vrai que ça peut prendre quelques semaines avant d'avoir une réponse d'un organisme bancaire. J'espère, Franck, qu'on a répondu à votre question. Du coup, je vous propose de passer justement sur la partie statut juridique parce que les statuts auront un impact demain sur le business de votre commerce de proximité. Donc, Baptiste, je te laisse faire un petit focus sur ce point. Merci beaucoup, Amandine. Alors, quand on s'intéresse au véhicule d'exploitation du commerce, c'est-à-dire à la forme juridique pour pouvoir l'exploiter, en fait, on a deux grandes possibilités aujourd'hui en France. Vous avez soit l'entreprise individuelle, soit la société. Et alors, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, l'idée, c'est d'aller au fait et de vous poser quelques questions clés. D'abord, vous pourriez vous demander comment est-ce que je sais que j'ai besoin d'une société et donc de statut et pas simplement d'une entreprise individuelle. En fait, il y a deux questions clés, à mon avis, à vous poser aujourd'hui. La première question, c'est de savoir si vous êtes seul ou à plusieurs. C'est une question qui peut paraître bateau, mais déjà, elle détermine beaucoup de choses. Parce que si vous avez des associés, il n'y a plus d'options, en fait. Il ne restera que la société. Si vous êtes seul, vous pouvez effectivement vous dire j'opte pour une entreprise individuelle parce que c'est ce qu'on dit couramment, c'est moins cher, je n'ai pas besoin de faire de statut, c'est plus simple de s'immatriculer, etc., etc. La deuxième question, c'est est-ce que dans mon projet, j'ai besoin ou non de passer par un financement bancaire? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans 80% des cas, pour ceux qui vont avoir besoin d'un espace de commerce physique, donc qui vont avoir besoin de souscrire un bail commercial, ça suppose un investissement assez important parce que soit vous rachetez un fonds de commerce existant, soit vous allez devoir payer un pas de porte pour le bail commercial. Et dans 80% des cas, en fait, vous allez avoir besoin d'un financement bancaire. C'est pour ça que justement, on vous parle du business plan. Et dans cette hypothèse, c'est pareil, il ne va plus y avoir beaucoup d'alternatives parce que le banquier va vous demander de souscrire cet emprunt bancaire sous la forme d'une société. Pour une raison très simple, c'est que quand vous avez une société, vous avez ce qu'on appelle un capital social.
Et ce capital social, c'est un peu votre mise de départ, d'accord? C'est un petit peu là où vous allez montrer patte blanche à votre banquier. Et c'est là qu'il va pouvoir être rassuré en se disant, bah, finalement, je prête à quelqu'un qui s'engage, qui prend des risques parce qu'il a un petit peu d'argent à investir sur son capital social. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand les clients viennent nous voir, ils nous disent, mais maître, comment est-ce que je structure le capital social? C'est quoi que je dois mettre comme mise de départ? Ben, on leur répond, ben, malheureusement, ce n'est pas nous qui allons vous apporter réponse à cette question, c'est le banquier. Parce que c'est le banquier qui, quand on va commencer à parler de prêt bancaire, va vous dire, ben, moi, je veux bien vous prêter un montant X qu'on a défini ensemble par rapport à votre business plan, mais à condition que vous ayez un capital social minimum d'un montant X. D'accord? Alors, ce qu'on a coutume de dire, c'est des grandes règles, hein, c'est que le capital social, souvent, il va être fonction de ce qu'on appelle le BFR en comptabilité. C'est votre besoin en fonds de roulement. D'accord? Le banquier va vous dire, bah, en fonction de votre business plan, le BFR est d'un montant de temps, et donc je vais vous demander que ce montant, ce soit votre capital social. Voilà. Il y a une troisième raison pour laquelle souvent les commerçants qui ont des espaces de vente physique n'optent pas pour l'entreprise individuelle, c'est que si demain il faut passer en société, il va y avoir un transfert de patrimoine entre l'entreprise individuelle, c'est-à-dire vous, et la société que vous aurez créée pour les besoins, parce que par exemple vous avez rencontré des associés au fil du temps, etc. Et cette opération de transfert de patrimoine, elle va être assez coûteuse en général parce que ça va être un peu comme si vous faisiez une cession de fonds de commerce, d'accord? Et l'administration fiscale va vous taxer dans cet apport de fonds de commerce à la société. Et donc, voilà, pour aller droit au but, quand on parle à des commerçants qui ont pour ambition d'avoir un fonds de commerce physique, la plupart du temps, on leur dit, finalement, pour vous, il n'y a pas vraiment d'option. Et même si en droit français, potentiellement, vous pourriez exercer sous forme d'entreprise individuelle, en réalité, il va falloir vous mettre en société. D'accord? Et là, quand on dit il faut se mettre en société, ben, on repasse sur une série de questions, puisqu'on se demande, ah, d'accord, société, mais quelle société? Société anonyme, SAS, SARL, société civile immobilière, etc., etc. Comment est-ce que je choisis? Alors là encore, il y a quelques boussoles que vous pouvez avoir qui vont vous permettre de vous orienter dans cette espèce de jungle juridique. Alors, on va fonctionner par élimination, en fait, la plupart du temps. Il y a un certain nombre de sociétés qui ne vous concerneront jamais en tant que commerçant. Par exemple, la société anonyme. La société anonyme, aujourd'hui, c'est une forme de société qui existe, hein, elle est dans le code de commerce, elle existe, mais en général, elle ne concerne pas les commerçants parce qu'il faut un capital social minimum qui est très important pour la constituer. Et puis parce qu'il faut un nombre d'associés minimum assez important. Pour faire simple, aujourd'hui, la société anonyme, c'est la société qu'on utilise quand on est une grosse société, une société cotée, éventuellement. D'accord? Faire un appel public à l'épargne, etc., etc. C'est Danone, c'est McDonald's, enfin, voilà, c'est des grands groupes comme ça. La société civile immobilière aussi, elle ne vous concerne pas parce qu'elle n'a pas pour vocation et pour objet d'exploiter une activité commerciale. Comme son nom l'indique, elle est civile. Et en fait, elle a pour fonction de gérer du patrimoine immobilier aujourd'hui. Donc la SCI, c'est le type de société qui va vous intéresser uniquement si vous achetez vos murs, par exemple. Là, pour ceux qui achètent des murs, typiquement, on va avoir une architecture avec d'un côté les murs qui sont possédés par la société civile immobilière, c'est à peu près votre patrimoine personnel, si vous voulez, qui va être administré par le biais de cette société civile immobilière. Et de l'autre côté, vous allez avoir la société qui exploite votre business, SARL ou SAS, je vais vous dire après comment choisir. Et cette société, justement, elle va avoir, par exemple, un bail avec la SCI. D'accord? Donc, c'est l'unique hypothèse dans laquelle vous allez entendre parler de SCI, c'est si vous achetez vos murs. Sinon, si on parle simplement de structuration du business aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va vous intéresser. En fait, si je devais faire très simple, et c'est le but de ce type de webinaire, hein, vous allez aller à l'essentiel en quelques minutes, quand on s'intéresse à la société, aujourd'hui, il y a deux formes sociales qui vont être au cœur du choix. Soit la SAS, soit la SARL. D'accord? Alors, comment est-ce que je choisis entre SARL et SAS? Alors, il fut un temps où on passait d'une forme à l'autre essentiellement pour des raisons fiscales. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui puisque le législateur a eu tendance à harmoniser toute la fiscalité des sociétés, du moins entre la SARL et la SAS. Donc, c'est plus tellement pour des raisons fiscales que vous allez passer d'une forme à l'autre. Le choix, aujourd'hui, à mon avis, il va se porter sur deux choses. Il y a d'abord le statut du dirigeant de la société. Alors, aujourd'hui, si on s'intéresse purement au vocabulaire, quand on parle des SAS, vous avez un président à la tête de la SAS. Quand on parle de la SARL, vous avez un gérant. Mais derrière cette question de vocable, il y a une vraie distinction pour le coup en statut. En fait, le président de la SAS,
il est, si vous voulez, juridiquement assimilé à un salarié, à un cadre. D'accord? Le gérant de la SARL, il est juridiquement assimilé à un travailleur indépendant. Et là, ça a des différences importantes. Pourquoi? Parce qu'en France, quand on est salarié, on a tendance à payer, enfin, c'est un fait d'ailleurs, on paye plus de charges sociales qu'un travailleur indépendant, à peu près 30% de charges de plus. Mais le corollaire, c'est qu'on a un statut très protecteur, notamment en termes de retraite et de protection sociale, notamment maladie, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'intérêt. Quand on est président de la SAS, on va bénéficier d'une meilleure couverture sociale. Par contre, on va payer plus de charges sociales. Inversement, on peut se dire, bah, je vais plutôt être gérant de SARL, et là, je vais payer moins de charges sociales puisque je vais être assimilé travailleur indépendant. D'accord? Donc, grosso modo, je vais payer 30% de charges sociales en moins, mais je vais avoir une couverture retraite beaucoup moins importante et une couverture santé beaucoup moins importante. Donc, il va falloir, pour aller, j'allais dire, contrebalancer cet inconvénient, et ben, je vais être obligé d'aller souscrire un contrat privé auprès d'une prévoyance privée, auprès d'une complémentaire privée, parce que je ne peux pas rester avec des droits à la retraite extrêmement limités. C'est vraiment fondamental. Donc, je vais aller chercher à contrebalancer ce déficit de sécurité par des complémentaires. Mais par contre, le corollaire, c'est que je vais payer à peu près 30% de charges en moins qu'un président de SAS. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est une vraie différence de gestion et c'est un vrai point à voir avec votre expert comptable quand vous construisez votre projet pour aller voir ce que vous allez rechercher, ce qui va être le plus adéquat pour votre parcours de vie aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, par exemple, quand on est en reconversion professionnelle, bah, typiquement, on va aller plutôt du côté de la SAS parce qu'on va aller rechercher un système, une couverture sociale qui est à peu près sensiblement similaire à celle qu'on avait quand on était salarié. Et ça évite, notamment quand on passera à la retraite, d'avoir des décalages de système, en fait, de comptabilité de ces points pour la retraite. Alors, il est bien évident que tout ce que je vous dis pourrait un jour passer aux oubliettes si cette fameuse réforme de la retraite dont on nous a tant parlé voyait le jour, puisque vous vous rappelez, le but du jeu de cette réforme, c'était précisément d'harmoniser au maximum les régimes. Mais à l'heure où on se parle, et je pense pour encore quelques années parti comme c'est, eh bien, on a encore une différence quand même très importante entre les travailleurs non salariés et les travailleurs salariés. Et c'est là où, possiblement, la distinction entre président de SAS ou gérant de SARL peut se faire. Ça, c'est un point de distinction qui peut être important. Un deuxième point pour savoir si on va aller en SARL ou en SAS, ça va être les coûts de fonctionnement. Alors, les coûts de fonctionnement, il y a une différence assez importante en réalité, c'est que si vous faites ce qu'on appelle des transferts de parts sociales, si par exemple vous faites appel à de nouveaux associés, en SARL, c'est toujours un petit peu plus cher qu'en SAS. Alors, il faut relativiser, hein, ce n'est pas non plus des coûts qui sont énormément plus, mais grosso modo, on va dire entre 500 peut-être et 600 euros parfois de plus en SARL quand on fait rentrer un nouvel associé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en SARL, la qualité d'associé, elle s'obtient par une modification statutaire. C'est-à-dire que je sais systématiquement quels sont les associés de ma SARL parce que c'est indiqué dans les statuts. Et donc, si je fais rentrer un nouvel associé demain, d'accord, je vais lui transférer une part sociale, bah, ça va impliquer qu'on fasse un changement de statut au greffe. Et du coup, forcément, c'est des coûts supplémentaires, hein, des coûts de greffe, des coûts éventuellement de conseil juridique pour modifier les statuts, etc., etc. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête parce que si vous êtes sur une forme sociale où vous dites, moi, dans mon idée de business, il va falloir que j'ai de nouveaux associés qui arrivent de manière très régulière, par exemple tous les 5 ou 6 mois, parce que j'ai besoin de faire des levées de fonds assez régulières, bah, vaut mieux aller du côté de SAS que de la SARL. Et d'ailleurs, c'est si vrai ça que la plupart, enfin, allez, 80%, voire 90% des startups françaises sont en SAS, typiquement pour ces raisons-là. Parce que les startups, leur levier de financement, c'est de faire des levées de fonds, d'accord? Et les levées de fonds, c'est toujours moins coûteux en SAS. Et surtout, c'est même beaucoup plus simple en SAS parce qu'en SAS, vous pouvez mettre des obligations. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat juridique de ce qu'est une obligation, mais si vous voulez, c'est un droit de souscription à des actions de manière différée dans le temps. C'est un levier de financement qui est très, très intéressant quand on fait des levées de fonds. Et ça, le législateur l'interdit en SARL. Donc, grosso modo, on dit aujourd'hui, si vous avez besoin de faire des levées de fonds, parce que c'est votre structure, c'est votre manière de fonctionner, de faire du business et de faire croître votre société, alors ne vous posez pas trop la question, allez en SAS aussi. Voilà. Donc, si je devais synthétiser aujourd'hui, il existe d'autres variables de distinction. Mais déjà, avec ces quelques questions, vous pouvez choisir. Est-ce que je suis seul ou à plusieurs? À ce moment-là, si je suis plusieurs, bah, je vais sur la société. Est-ce que j'ai besoin de faire un emprunt bancaire? Je vais sur de la société et pas sur de l'entreprise individuelle. Et ensuite, SARL, SAS. Quel est mon statut en tant que dirigeant? Est-ce que je vais plutôt aller chercher une grosse couverture sociale? Et dans ces cas-là, elle est plutôt du côté de la SAS.
Est-ce que j'ai besoin de faire des levées de fonds, d'avoir des associés qui intègrent régulièrement le capital social? Pareil, je vais aller du côté de la SAS plutôt que du côté de la SARL. Voilà. C'est à peu près les quelques questions. Il y en existe d'autres, évidemment, mais je pense qu'avec ces questions-là, vous avez déjà fait le tour pour pouvoir vous permettre de vous orienter et de trouver un choix adéquat quand on s'intéresse aujourd'hui à la structure sociale. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point. Et après, on pourra passer au bail commercial. Il y a des petites questions ou constats. Schlauder dit bonjour, avantage de la SASU, mieux que les autres sociétés. Alors, je ne sais pas si c'est un constat ou si c'est une interrogation. Du coup, donc, alors oui, ça va me permettre de parler de deux choses, parce que je le vois d'ailleurs sur le fil des questions, la SASU et l'EURL ou l'EIRL. Il y a beaucoup de sémantique là-dedans, en fait. SASU, c'est la même chose qu'une SAS. La SASU, c'est exactement la même chose qu'une SAS, simplement c'est une SAS quand il y a un seul associé. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est la forme unipersonnelle de la SAS, si vous voulez. Donc c'est l'avantage aussi des sociétés, c'est que vous pouvez être seul ou à plusieurs et il n'y a pas besoin de transformation. C'est la même société, d'accord, qui va perdurer. Elle peut commencer seule et demain, si vous rencontrez, vous avez par exemple une SAS, donc on va appeler SASU puisque vous êtes tout seul. Si vous rencontrez de nouveaux associés, eh bien, vous faites simplement un transfert d'action et la SASU se transforme, si je puis dire, en fait, elle se transforme pas, c'est la même chose, devient automatiquement une SAS. Même chose pour le URL. Le URL, c'est la forme unipersonnelle de la SARL. Donc, en fait, EURL, SARL, il n'y a strictement aucune différence. D'accord? Comment je transforme une EURL en SARL? En fait, je ne la transforme pas. J'avais une URL parce que j'étais seul, j'ai un nouvel associé, je lui transfère ne serait-ce qu'une part sociale et ça devient automatiquement une SARL. D'accord? Zéro différence entre ces formes sociales. Après, on me parle de l'EIRL. L'EIRL, ce n'est pas une EURL. L'EIRL, c'est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. En fait, c'est le statut d'auto-entrepreneur, donc ce n'est pas une société, avec une protection spécifique grâce au patrimoine d'affectation. L'idée, c'est que l'auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est pas très protégé parce qu'il n'y a pas de distinction entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. Du coup, il y a un risque de saisie de vos biens propres si demain vous faites des dettes. Alors, on sait que la résidence principale est insaisissable en France pour les entrepreneurs individuels, mais si on veut aller plus loin dans la protection, on va faire un patrimoine d'affectation en disant ce patrimoine est professionnel, à contrario, tout le reste est personnel. Et donc, si je fais des dettes professionnelles, mes créanciers ne pourront se servir que sur mon patrimoine professionnel déclaré. D'accord? C'est pour ça que la responsabilité devient limitée, qu'on appelle ça justement une EIRL. Mais le EIRL, juridiquement, c'est un entrepreneur individuel. Ce n'est pas une société. Et du coup, ça permet de rebondir parce que Virginie dit au niveau confiance par les banques et les partenaires commerciaux, le statut, être en SASU peut poser problème. Alors, c'est plus aussi au niveau de l'EIRL que ça peut poser problème, mais je te laisse juste. Oui, alors je ne pense pas que pour les banques, ce soit un vrai sujet, parce qu'en fait, si vous voulez, SASU ou SAS, c'est est-ce que vous êtes seul ou à plusieurs? Mais ça n'impacte pas du tout votre capacité à mettre du financement propre, par exemple, à avoir un capital social important. Je pense qu'aujourd'hui, pour une banque, si vous arrivez avec un projet, vous dites je suis seul, mais j'ai des fonds propres, je suis capable de mettre un capital social assez important, bon, ça ne va pas leur poser de problème. À la limite, je vais vous dire, l'expérience montre que des fois, à plusieurs, il y a plus de problèmes parce qu'on peut ne pas être d'accord, etc. Et ça peut être source de contentieux. Et la banque va peut-être même vous dire, ah, vous êtes plusieurs, je voudrais un pacte d'actionnaires pour montrer qu'en cas de difficulté, j'ai des échappatoires. Voilà. Là où si vous êtes seul, vous arrivez avec une SASU, vous avez des capacités de financement, je pense que le banquier peut tout à fait se dire, bon, il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui est capable d'afficher un capital social relativement important, qu'il soit seul ou à plusieurs, ça ne pose pas vraiment de problème. Et puis éventuellement, je vais aller prendre des garanties spécifiques en lui demandant d'être caution de l'emprunt, caution personnelle de l'emprunt que j'ai souscrit. Amandine demande, peut-on être en même temps SARL et aussi auto-entrepreneur? Donc, si je comprends bien, Amandine, vous aimeriez peut-être lancer votre boutique de déco en SARL et en parallèle, vous êtes architecte d'intérieur en auto-entrepreneur. Donc, est-ce que vous pouvez éventuellement facturer les services accomplis par la partie auto-entreprise en tant qu'architecte à la boutique qui sera une SARL? Juridiquement, aucun problème. Juridiquement, aucun problème. La société, c'est quelqu'un de différent de vous. Donc, vous pouvez être actionnaire d'une société, d'accord, qui va détenir la boutique de décoration, par exemple. Et à côté de ça, puisque la société est différente de vous, bah, vous pouvez être, à titre personnel,
entrepreneur individuel et ça peut vous permettre effectivement d'avoir un système de facturation avec la société. Alors, il faut que ça fasse sens économiquement parce que ça veut dire éventuellement 2 experts comptables, un pour la société, un pour l'entreprise individuelle. Donc, il faut qu'il y ait une pertinence. Mais s'il y a une pertinence financière qui a été constatée par l'expert comptable, bah oui, sans problème. Juridiquement, j'ai pas de problématique avec ça. À condition, en revanche, de ne pas confondre les 2 comptes bancaires pour ne pas faire des abus de biens sociaux. Hein. Ça, c'est très important. Dans ce cas, il y a une vraie qui se soit bien perméable. Alors, il y a d'autres questions qui rentrent un peu dans le détail, donc on ne pourra pas rentrer dans chaque cas, et justement, c'est le but de nos accompagnements, c'est de vous permettre de prendre les bonnes décisions, mais en les posant plus. En tout cas, une personne demande si on peut travailler avec son conjoint en mode mission occasionnelle en SASU et quel statut salarié pour son conjoint. Alors, en fait, le fait d'être conjoint n'a pas d'implication particulière. Le conjoint, il faut le considérer, on peut potentiellement le considérer vraiment comme un tiers qui viendrait fournir des services à la société. Et alors là, il faut se demander quel est son statut. Et bien, comme n'importe quel tiers, il peut avoir un contrat de travail, par exemple, ça peut être votre salarié. Il peut être co-gérant, donc il va avoir un mandat social. Il peut être simplement associé, donc il va être intéressé aux résultats de la société. D'accord ? Et il aura des dividendes comme tout associé. Et puis, il peut être complètement indépendant. Ça peut être quelqu'un qui a une activité totalement distincte de la vôtre et qui devient votre prestataire de service sur certains points, d'accord ? Parce qu'il a, il a un métier de complémentarité par rapport à votre affaire et dans ces cas-là, il va avoir un statut spécifique. Alors, il y a juste un point, c'est qu'il existe un statut qu'on appelle le statut de conjoint collaborateur qui vous permet d'avoir une protection sociale particulière sans être associé ni gérant de la SARL. Et bah, voilà, abus de langage, c'est parce que ce statut de conjoint collaborateur, il n'existe qu'en SARL. Voilà. Et c'est des fois une raison pour laquelle on va aller opter pour la SARL, parce qu'on va aller rechercher ce statut de conjoint collaborateur qui va permettre au conjoint, sans être associé et sans avoir de mandat social, de pouvoir engager la société, d'accord, juridiquement, et en même temps d'avoir une forme de protection, en termes de protection sociale notamment. Ben, ça rejoint. Sébastien avait une question qui disait aussi, y a-t-il un intérêt de monter une SAS en mettant son conjoint en associé avec une part sociale plutôt que de faire une SASU? Donc ça rejoint ta réponse. Oui, voilà, ben, il peut être associé comme n'importe quel tiers. Virginie dit qu'un expert comptable lui avait déconseillé de faire la mutualisation auto-entrepreneur plus SAS pour des raisons fiscales apparemment. Oui, alors ça, en fait, ça dépend justement des 2 activités en question. Si ces 2 activités qui sont effectivement différentes avec 2 codes NAF, il n'y a pas de problématique de redressement fiscal, puisqu'encore une fois, ce sont 2 personnes différentes. Par contre, si on voit que ce sont 2 activités qui sont vraiment trop proches l'une de l'autre et que vous jouez un petit peu d'un côté à passer des factures sur la SAS et de l'autre en entreprise individuelle pour payer moins d'impôts en vous disant en fait je vais baisser mon exercice sur les 2 activités, mais en fait c'est la même activité, là il peut y avoir un problème effectivement en termes de contrôle fiscal. Ce qu'on vous dit, en fait vous cherchez à réduire votre résultat imposable en mettant un coût des factures sur la société, un coût sur l'entreprise individuelle, ce qui va vous permettre d'avoir 2 faibles résultats plutôt qu'un résultat plus important. Là il y a une problématique de contrôle fiscal. Mais si c'est vraiment des sociétés, justement 2 activités radicalement différentes, c'est pour ça qu'on parle du code NAF notamment, il n'y aura pas de problématique au niveau fiscal. Super, merci Baptiste. Le temps tourne, il est déjà 13h10, ça passe hyper vite comme d'habitude. Et le bail commercial est un sujet important, je pense. Oui, complètement, sachant un sujet qu'on approfondit extrêmement bien, par exemple, si vous voulez suivre notre formation, mais peut-être pour les 5 dernières minutes restantes, les 3 conseils clés sur le bail commercial, Baptiste. Alors, ouais, 2 points qui me paraissent vraiment importants. Si vous achetez d'abord juste un fonds de commerce, si vous faites une acquisition de fonds de commerce, d'accord ? Là, le bail commercial, la plupart du temps, vous n'allez pas pouvoir le négocier parce qu'il va vous être imposé, d'accord ? Faites un rachat de bail ou un rachat de fonds de commerce, en fait, vous récupérez le bail de quelqu'un d'autre, d'accord ? Dans cette hypothèse, votre marge de négociation, elle est très réduite. Par contre, il faudra bien regarder si l'activité qui est prévue au bail commercial, elle correspond à votre activité, à vous. Okay, parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le tout d'avoir trouvé un emplacement, il va falloir faire ce qu'on appelle une demande de déspécialisation, c'est-à-dire modifier l'activité de votre prédécesseur pour qu'elle corresponde à votre activité, à vous. Et c'est très important parce que si vous exercez dans le local une activité qui n'a pas été autorisée sur le bail d'origine, vous êtes en infraction avec le bail et potentiellement vous risquez une expulsion. Cette déspécialisation, il faut avoir en tête que souvent, c'est un point de négo important avec le bailleur parce que ça peut donner lieu à une indemnité de déspécialisation. C'est-à-dire que le bailleur va pouvoir vous dire « Ah papa, vous voulez changer l'activité du bail,
de problème, mais il faut me payer une indemnité. Et là, j'appelle votre attention sur un point très intéressant du Code de commerce. Il y a des opportunités lorsque votre cédant, donc celui qui vous cède le fonds de commerce ou le bail, prend sa retraite. Pourquoi? Parce qu'en cas de départ à la retraite du cédant, le bailleur ne peut plus demander d'indemnité de déspécialisation. C'est un régime de faveur qui a été mis en place en fait, pour aider les personnes, les commerçants à prendre leur retraite. Et là, il y a des effets d'opportunité très intéressants parce que ça peut vous permettre de déspécialiser un bail commercial à moindre coût, en fait pratiquement sans frais. D'accord? Parce que le bailleur ne pourra pas mettre d'indemnité de déspécialisation. Donc retenez, quand vous cherchez un emplacement, que si vous trouvez un emplacement avec un bail commercial qui est déjà en cours, eh bien, dans l'hypothèse de l'acquisition du bail, si votre cédant prend sa retraite, et c'est souvent le cas, hein, c'est pour ça que parfois que les gens cèdent un emplacement, là, il y a des choses très intéressantes à négocier avec le bailleur au moment de la déspécialisation du bail. Premier point. Deuxième point, si vous récupérez un bail déjà existant, la chose à laquelle il faut faire très attention, c'est est-ce que j'ai besoin de renouveler le bail ou pas? Est-ce que je le récupère tel quel ou est-ce qu'il faut que je redemande un nouveau bail, si vous voulez? Et là, pourquoi c'est important? Parce que si vous changez d'activité, donc vous faites ce qu'on appelle une déspécialisation, il faut toujours retenir que le droit au renouvellement, ça suppose qu'il y ait 3 ans d'exercice d'activité pleine. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si le bail que vous récupérez, il est ancien, d'accord, il s'apprête à expirer, il va expirer dans 1 ou 2 ans, d'accord, c'est un bail 369 et on est sur la 10e ou 11e année, il faut impérativement avoir le réflexe de le renouveler, surtout si vous changez l'activité, parce que sinon vous allez acheter un bail commercial et en fait vous perdez le droit au renouvellement dans 1 ou 2 ans. Et donc quand le bail va arriver à expiration, le bailleur va vous dire au revoir et il ne vous indemnisera pas, vous allez perdre le bénéfice de l'indemnité d'éviction. Donc ça, très important, pareil, si vous récupérez un bail qui est en cours de route, je vous demande combien de temps il reste à courir sur le bail. Et si vous voyez que c'est un bail ancien qui s'apprête à expirer, voire qu'on est déjà en période de tacite reconduction, là, warning absolu, il faudra, au moment de la cession, demander au bailleur de le renouveler. Voilà. Ensuite, si vous souscrivez un bail nouveau, alors là, vous avez une grande marge de manœuvre dans la négociation. Donc, quels sont les points clés auxquels on fait attention? Je vais faire simple. Destination, c'est quoi l'activité autorisée? Il faut qu'il y ait une adéquation extrême entre ce que le bailleur vous autorise à faire et votre projet. Ça, c'est vraiment le point clé. Durée du bail commercial, ça c'est vraiment le deuxième point clé. Il y a des pièges en matière de durée de bail commercial. N'allez pas sur un bail commercial d'une durée supérieure à 9 ans. C'est le piège typique. Parce que si le bail est d'une durée supérieure à 9 ans, le bailleur va pouvoir vous déplafonner le montant du loyer au moment du renouvellement dans 9 ans, enfin dans 10 ans pour le coup, 10, 11 ou 12 ans. Et ça, c'est un piège, votre bail va perdre de la valeur parce qu'il y a un déplafonnement automatique du loyer. Donc n'allez pas sur un bail supérieur à 9 ans. Idem, un bail d'une durée inférieure à 9 ans, en principe, ça n'existe pas, sauf ce qu'on appelle le bail précaire, vous savez, le bail dérogatoire. Là, pourquoi pas, si vous êtes en phase de test, vous vous dites, bah, c'est bien, c'est flexible, mais rappelez-vous que le bail d'une durée inférieure à 9 ans, le bail dérogatoire, donc en l'occurrence qui peut être d'une durée de 3 ans maximum, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indemnité d'éviction. Donc ne faites pas de bail dérogatoire si vous avez beaucoup d'investissements à faire. Okay, s'il faut financer pas mal de rénovations sur le local, etc., ce n'est pas possible d'accepter un bail dérogatoire, vous n'aurez pas le temps d'amortir vos travaux. Donc là, il faut tout de suite aller sur un bail commercial classique. Oui, On a eu quelques cas comme ça, justement, sur le bail dérogatoire précaire, des exemples, mais de personnes qui avaient fortement investi sur la partie équipement, merchandising et décoration d'intérieur et qui finalement, vous ne récupérez pas effectivement l'argent investi. Donc, c'est la seule, parce qu'il y avait une question sur y a-t-il des dangers au bail précaire, c'est le seul gros warning. Sinon, c'est bien aussi pour tester l'activité et demain prendre un autre local plus grand, etc. Exactement. Le bail précaire, c'est vraiment... Il faut que ce soit à votre avantage. Et pour que ce soit à votre avantage, il faut que la raison pour laquelle vous le souscrivez, c'est parce que vous recherchez de la flexibilité. Voilà. Mais si vous avez des investissements importants à faire, il ne faut surtout pas aller sur le bail précaire parce que ça n'aura d'avantage que pour le bailleur qui pourra vous dire au revoir sans vous payer d'indemnité d'éviction. Et là, ça peut être effectivement un vrai problème. Donc, destination, durée et troisième point, les charges. Il faut que votre répartition de charges, elle soit conforme à la loi Pinel. D'accord? Donc, il faut notamment faire attention aux travaux. Il ne faut pas que le bailleur vous mette sur le dos les gros travaux. D'abord parce que ce n'est pas conforme à la loi Pinel, d'accord? Et puis ensuite, ça peut donner lieu à des contentieux importants. Et d'ailleurs, quand on parle de travaux, c'est-à-dire qu'on parle d'aménagement du local, rappelez-vous toujours qu'on peut négocier avec le bailleur une franchise de loyer. Si j'ai des travaux importants à faire, je peux demander au bailleur, alors des fois il ne va pas accepter, de lui dire exonérez-moi les 2 ou 3 premiers loyers parce que je vais valoriser votre bail en faisant des travaux importants, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce et pour ça, il faut m'autoriser à ne pas payer le loyer les 2 ou 3 premiers mois.
Voilà. Destination, durée, répartition des charges, ce qui inclut les travaux. Je pense que si vous posez ces questions-là, que vous les posez bien et que vous êtes accompagné d'un avocat qui connaît les baux commerciaux, eh bien, il y a peu de chances de tomber dans un piège. Alors, juste une dernière chose. Vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais ne faites pas l'économie de l'accompagnement par un avocat spécialisé au moment du bail commercial. Je vous dis pourquoi. Ce n'est pas simplement le fait d'être bien accompagné au départ, c'est qu'en fait, le bail commercial, derrière, vous le valorisez. Si derrière, vous cédez votre fonds de commerce dans quelques années, ou vous cédez votre droit de bail et que le bail il a été mal pensé, il est déséquilibré, il y a des pièges, le loyer va être déplafonné automatiquement parce que vous avez accepté des clauses justement qui impliquent des droits exorbitants pour le bailleur. Tout ça, ça fait que votre bail commercial et donc votre fonds de commerce, il perd de la valeur. Moi, j'ai des clients qui ont vu leur négociation avec des baisses de prix jusqu'à 30 ou 40% quand on a fait l'audit, parce qu'ils avaient négocié un prix, par exemple, de 300 000 pour le fonds de commerce, sauf que quand on a été regarder dans le détail le bail commercial, on leur a dit, mais attendez, votre bail, il est très mal rédigé, et, il est déséquilibré, il y a un risque de déplafonnement du loyer dans 2 ans, et pour toutes ces raisons-là, c'est-à-dire que votre preneur, il va vous dire, mais moi, votre bail, il ne m'intéresse pas. Il va falloir faire un petit ristourne, soit je ne vous prends carrément pas le local, soit je vais vous demander de baisser votre prix de 20-30%. Donc, l'économie, j'allais dire un peu de bout de chandelle que vous allez faire à la souscription du bail, parce qu'aujourd'hui, un avocat en bail commercial, si vous prenez un conseil spécialisé, ça ne coûte pas très cher. Vous voyez, pour donner des ordres d'idées sur la négo, quand on fait de la négo côté locataire, on va dire c'est entre 500 et 900 euros hors taxe, selon la complexité du dossier. Franchement, c'est là des dépenses trop importantes quand on s'apprête à souscrire un contrat qui va avoir des effets sur les 9 prochaines années et possiblement une incidence de plusieurs centaines de milliers d'euros au moment de la négociation et de la revente de votre bail ou de votre fonds de commerce. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup. Amandine demande, en cas d'achat de murs, est-ce que c'est les mêmes règles, conseils à suivre que vous venez de donner? Oui, alors, achat de murs, vous allez passer par un notaire pour l'acquisition des murs. Il y a moins de contraintes sur le bail commercial parce que vous devenez votre propre locataire. Donc, au pire, si vous faites une erreur sur le bail commercial, vous pourrez toujours la changer. Je pense que vous serez d'accord avec vous-même s'il faut faire une modification du bail. Donc, il y a tout de suite moins de risques sur le bail commercial quand on est chez soi. Par contre, achat des murs, faites attention à bien structurer d'un côté la SARL ou la SAS qui exploite le fonds, de l'autre la SCI qui détient les murs. Sinon, en cas de revente du fonds de commerce, il y a un gros problème fiscal parce que votre fonds va être survalorisé parce qu'il possède les murs. Et là, ça va être très, très compliqué de trouver un acquéreur. Il va falloir céder les murs à la SCI. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Une dernière question. Val France demande, est-ce qu'un bail précaire peut devenir un bail en 369? Tout à fait, tout à fait. Soit parce que les parties ne font rien, et donc automatiquement, après 3 ans, le bail précaire se transforme en bail commercial, soit parce que les deux parties sont d'accord expressément de faire cette modification après les 3 ans, en transformant en bail 369. Eh bien, c'est parfait. On a dépassé un peu le timing. Donc, comme vous le voyez, c'est tout à fait possible d'ouvrir votre boutique, vraiment de lancer votre commerce, surtout que ça va être vraiment, va y avoir une floraison des nouvelles boutiques qui vont se lancer, une véritable opportunité pour vous. Mais c'est aussi important que vous entouriez des bonnes personnes. Nous, c'est vrai qu'on est la formation, je suis entrepreneur, vous aide aussi, Captain Contrat vous aide aussi. Mais en tout cas, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de surtout bien vous entourer. Vous allez construire votre équipe, votre collectif pour demain vous lancer dans les meilleures conditions. Donc, on reste bien évidemment à votre disposition. Et puis, la petite surprise de ce webinaire, c'est que pour notre programme d'accompagnement, on vous propose un tarif avantageux lorsque vous venez du webinaire avec une réduction donc de 5% sur le prix de la formation qui est déjà normalement 100% finançable par votre compte personnel de formation. Donc, on espère que ce webinaire vous a plu. On en refera d'autres. Voilà, merci à nos experts, donc Maître Roblin et Pierre de Je suis entrepreneur. N'hésitez pas à nous faire vos retours, à nous recontacter via nos réseaux sociaux. En tout cas, on reste à votre disposition. Merci pour ces échanges. C'était vraiment un plaisir. Merci pour les questions parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt. En tout cas, on espère voir plein de commerces se lancer dans tous les cas pour avoir plein de nouvelles choses à acheter. Et puis, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Val, Merci à toi, Amandine. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Val France, je vous donne, oui, tout à fait, notre contact.
Voilà, vous avez l'adresse email où nous contacter. Sinon, vous allez sur lesélévateurs.com aussi, tout simplement, comme sur le site de nos partenaires Captain Contrat, Je suis entrepreneur. Et vous prenez contact directement avec vous. Ben, vraiment top. Je suis ravie que ce webinaire vous ait plu avec nos experts. On a vraiment à cœur de bien vous accompagner pour préparer la réussite de votre boutique. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi et n'hésitez pas à revenir vers nous. On se tient tous, en tout cas, à votre disposition, que ce soit Captain Contrat et Je suis entrepreneur. À bientôt. Au revoir.